merci beaucoup pour l'invitation et donc pour parler de ce sujet, donc défibrillateurs et sport, enfin défibrillateurs et sport de compétition. Alors je vous ai pas fait le listing de tous les sportifs connus qui ont un défibrillateur, hein. C'est très médiatisé en ce moment, hein, surtout après l'affaire Eriksen, etc. Ce qui pose quand même beaucoup de questions et beaucoup de questions à nos patients. Et c'est pas toujours facile puisqu'on n'a pas forcément tous les éléments pour leur répondre. Donc je vous ai mis quelques cas cliniques, mais c'est pas des athlètes connus, mais qui posent la question du sport ou pas. Donc j'ai fait trois plans. Hein, le plan, c'est je vous ai mis quelques études, les recos, et après on va faire quelques cas cliniques. Donc sur les études prospectives, elles sont globalement plutôt rassurantes si on s'intéresse aux données de mortalité. Hein, c'est beaucoup d'études de Rachel Lampert, hein, qu'elle soit en premier ou dernier auteur. Donc ça, c'était un registre multicentrique. Donc il y a eu différentes publications sur le suivi. Et vous voyez que globalement, c'est pas mal. Hein, les gens qui ont continué à faire de la compétition avec un défibrillateur automatique implantable n'ont pas présenté d'événements graves, type décès, hospitalisation suite à un choc ou une arythmie. Néanmoins, il y avait plus de chocs pendant la pratique sportive qu'au repos. C'était pas aussi clair sur sport versus autre activité physique. Ce qui est important, et on en reparlera, c'est que la cause, l'étiologie sous-jacente, pourquoi on a posé le défibrillateur est très important, puisque dans leur série, il y avait plus de chocs chez les gens qui avaient une cardiopathie arythmogène du ventricule droit. Et puis un autre élément important, c'est que une fois qu'on s'est pris un choc, on se pose quand même plus de questions, et il y a quand même beaucoup de sportifs qui, une fois qu'ils ont eu un choc, vont attendre un petit peu avant de reprendre une pratique sportive. Alors, sans critiquer, il y a quand même des biais à ce type de registre, c'est qu'on n'a pas inclus tout le monde, on a inclus les gens que les cardiologues ou les sportifs, enfin une partie des sélectionnés, ceux qui continuent à faire du sport, et il y en a probablement qui ne se sont même pas posé la question. Une étude, donc là c'est une sous-étude d'Heidbuckel sur sport compétition ou non compétition. Et là il y a une réponse qui est un petit peu différente quand même, c'est que finalement le sport en compétition, il y a plus de chocs chez les compétiteurs pendant la compétition que chez les gens qui n'en font pas. Plus de chocs appropriés et plus de chocs inappropriés. Donc il y a quand même sans doute une notion d'intensité ou de type de la façon de faire du sport. Alors, c'est à peu près toutes les études qu'il y a, il n'y a pas beaucoup plus de choses, et il y a des recommandations basées sur ces données. La première que je vous redis, mais qui est une évidence, hein, c'est que ce qui compte, c'est vraiment la cardiopathie sous-jacente. Il faut se baser sur le type de cardiopathie sous-jacente. Et puis, je vous ai entouré la mauvaise, hein, et aussi, faut pas mettre un défibrillateur juste pour pouvoir faire du sport. Ensuite, il parle beaucoup de la décision partagée. C'est pour ça que je vais vous mettre des cas cliniques pour voir ce que vous auriez fait. Donc décision partagée, et que ensuite il faut discuter en fonction de tous les éléments, le substrat. Faut expliquer aux patients que oui, il y a quand même un risque majoré de se prendre des chocs appropriés ou non, que tout ça, ça a un impact potentiel sur le plan psychologique, et aussi qu'il faudra prendre en compte si oui ou non il y a un risque pour des tiers ou pas. Alors, prendre en compte le type de cardiopathie, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Alors là, je vous ai mis quelque chose sur le risque d'arythmie en fonction de la cardiopathie, mais c'est pas vraiment à prendre en compte chez ces patients-là, puisqu'on sait déjà qu'ils sont à haut risque, puisqu'ils ont un défibrillateur. C'est soit qu'en prévention primaire, ils étaient à très haut risque, ou bien qu'ils sont déjà en prévention secondaire. Alors, je vous ai mis trois cas cliniques. Le premier cas clinique, c'est un homme Alors, évidemment, vous pourrez ne pas être d'accord avec l'attitude. Hein, c'est décision partagée et sur peu de données. Le premier cas clinique, c'est un homme de 37 ans qui fumait un petit peu, de 2 à 5 cigarettes par jour. Il avait aussi un traitement psychotrope parce qu'il était un petit peu anxieux. Enfin, il a juste pour l'anxiété. Hein. Pas d'histoire familiale de mort subite ou de cardiopathie. Lui-même n'avait aucun antécédent. Et puis, il fait 2 fois par semaine de la course à pied. Il fait 1 fois du foot par semaine en entraînement. Et puis, en 2017, à l'occasion d'un semi-marathon, il va faire un arrêt récupéré par un choc. Or, évidemment, la première des choses à faire, c'est évidemment de comprendre pourquoi ça s'est produit.
Donc il a eu un bilan étiologique très complet, hein, je vous montre rien, hein. Il a un ECG qui est strictement normal, une écho qui est normale, il a eu un test d'effort qui était normal, bon un peu... Voilà, il l'a fait pendant qu'il était encore aux soins intensifs. C'est pas dans le bon ordre, hein. Il a évidemment eu la choro avant, l'IRM avant. Il a même eu une étude électrophile, il a eu de la génétique qui est revenue négative, puisque vous voyez que ça commence à dater un peu. Et puis il a eu un DEF sous-cutané. Et puis d'emblée, il a été vu aux soins intensifs pour discuter un peu de sa pratique sportive future. Alors la première chose à faire, donc c'est juste pour vous dire qu'il a été suivi régulièrement, qu'il n'a jamais loupé un rendez-vous. Donc la première des choses à faire, c'est aller en réadaptation cardiovasculaire. Alors pour vous montrer que je ne truque pas les données, il n'y était pas allé à la sortie des soins intensifs, et ça c'est quelque chose qu'on regrette, et c'est quelque chose qu'on avait récupéré après la première consultation. Maintenant ils y vont tous, même quand ils sont jeunes, en bonne santé apparente, et qu'il n'y a pas de problème cardiologique, de cardiopathie sous-jacente. Et puis en réadaptation, après la réadaptation, il fait du vélo d'appartement, il fait de la marche, il a repris, il est entraîneur de foot pour les 5 ans. Tout ça, ça avait été autorisé à la réadaptation. Mais en fait, il vient me voir parce qu'en fait, ça va pas très bien quand même sur le plan psychologique. Et puis, donc du coup, il n'osait pas aller plus loin que ce qui, pourtant, ça lui avait été permis en réadaptation. Donc la première fois, on lui fait un test d'effort. On dit OK, il n'y a toujours rien. On dit quand même, vous pourriez reprendre la course à pied, il n'y a pas de problème. Et donc on lui avait fait une VO2, on lui avait dit reprenez donc au premier seuil, tranquillement, de l'endurance, reprenez tranquillement. Ensuite, en 2020, il vient, juste pour vous montrer que ce n'est pas tous des têtes brûlées comme on a eu en cas clinique ce matin. En 2020, il vient pour faire son test d'effort. La dernière fois, il était venu avec son papa, même s'il a 37 ans. À 20 ans, il vient sur le vélo et puis il me dit non, je ne suis pas capable de faire un test d'effort, ça me fait trop peur. Donc du coup, on n'a pas fait de test d'effort, mais il a évidemment un suivi de sa prothèse avec de la du télésuivi. On sait qu'il n'y a pas d'arythmie. 2021, on commence à être beaucoup plus loin, hein, on est à quasiment 4 ans. Franchement, là, il se sent quand même plus confiant. Il demande est-ce que je pourrais pas faire un peu plus. Et je lui dis franchement, il ne s'est rien passé. Oui, pourquoi pas, hein. Et puis, on s'est dit on va être un peu plus prudent, on va vous limiter au 2e seuil. Donc, il règle ça sur son cardiofréquence-mètre. Et puis finalement, on l'a laissé faire le marathon de Paris, qu'il a fait en 4h13. Donc, est-ce que c'est de la compétition de haut niveau ? Pas vraiment, mais n'empêche qu'il a repris du sport, il a repris une activité sportive de compétition. Et juste pour vous montrer que c'est parfois possible de laisser des gens qui sont assez raisonnables et en se laissant le temps reprendre du sport de compétition parce que tout était plutôt au vert et qu'il a un suivi qui n'a pas montré de nouvel événement. Donc, je vous laisserai critiquer pendant les questions éventuellement. Le deuxième cas, 49 ans, tabagisme sevré à 35 ans, 3 ponts chez son oncle paternel, c'est tout ce qu'on a sur la famille. C'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement puisqu'il préparait la Diagonale des Fous. Et puis en 2020, il fait un arrêt avec une FV nocturne. Donc lui, il a la chance qu'il y avait son épouse qui a trouvé qu'il respirait bizarrement, mais elle l'a massé et il a été choqué par le SAMU. Il a son ECG qui montre un non-ST+, en gros, il n'y a pas de ST+. On lui fait une choro qui trouve quand même des lésions critiques, une sténose critique d'une première diagonale, une sténose à 70% d'une circonflexe et puis des plaques ailleurs. Il est dilaté sur les lésions critiques, il avait initialement une mauvaise fraction d'éjection. Ça n'a pas été pris en charge à Rennes, donc mais je comprends la prise en charge. En fait, il a refait une FV après la choro. Et donc, ils se sont dit, quand même, c'est tendu. On va quand même un peu sécuriser la chose par un défibrillateur. Et lui, il a eu un DEF endocavitaire. Ensuite, il est asymptomatique. Depuis 2020, il n'a pas eu de thérapie par son défibrillateur. Il a normalisé sa fraction d'éjection. Il a repris la course à pied loisir, la salle de sport, 4-7 heures par semaine. Il a un LDL qui n'est pas nickel, mais il a juste des statines pour l'instant. Et puis en fait, c'est là où je le vois. Il m'a envoyé par des collègues du Morbihan pour savoir si oui ou non il peut faire du sport en compétition. Donc
il n'avait pas eu de test d'ischémie depuis très longtemps. Donc je lui ai quand même fait malgré... Enfin là encore, il était suivi, on contrôlait sa prothèse, il n'y a pas eu d'arythmie, il n'y a rien eu depuis. Hein. Donc 270 watts, donc 49 ans c'est initialement, donc là il est déjà un peu plus vieux, VO2 à 50 ml/kg, pas d'arythmie, une repolarisation nickel, une cinétique VG normale. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Maintenant qu'il fait déjà beaucoup de sport, est-ce que vous le laisseriez pour reprendre la compétition ? Si on regarde les recos de la corona, alors toute la question c'est est-ce que c'était bien la coronaropathie qui était responsable de son arrêt ? On a plutôt envie d'être uniciste. Hein. Asymptomatique, facteur de risque contrôlé. Bon, on a rajouté un petit quelque chose pour son LDL. Bon VG, pas d'ischémie, pas d'arythmie. Donc moi je lui ai dit, franchement, à mon avis, tout est possible. Et là, je voulais juste mettre là, encore, c'est la vraie vie. Hein. Sa femme, elle était à la consultation, elle m'a dit, ouais, mais moi, je veux pas. Bon, j'ai dit ok. Moi, je vous ai dit, je pense que on peut pas vous dire qu'il y aura pas de choc, on peut pas vous dire qu'il y a zéro risque. C'est un cas un peu plus particulier qu'un coronarion standard, je pense. À mon avis, moi, je vous le signais, votre certificat, mais si votre épouse veut pas, réfléchissez-y, discutez-en. Et donc, voilà, il est reparti en réfléchissant, mais je pense que là aussi, c'est finalement pas si compliqué. Pardon ? Oui. En fait, sa femme m'a dit, s'il fait, il ne sait pas se retenir. Voilà. Donc, j'ai écouté son épouse. Le troisième cas, là encore, je pense que ce n'est pas très compliqué. Hein. C'est un homme de 60 ans. Il est suivi depuis 1995. 32 ans qu'il est suivi. Pour, en fait, une TV. Donc, là encore, ça peut faire... Bon, il n'avait pas syncopé lors de sa TV, hein, mais une TV... Et le diagnostic était posé sans énorme certitude, mais il avait été dit que c'était plutôt une cardiopathie arrhythmogène du ventricule droit. Et il a été mis sous corps garde. Vous voyez, le suivi, il est long, hein, 32 ans sans qu'il se passe rien. Et il lui avait été dit qu'il pouvait faire une activité physique raisonnable avec des courses chronométrées éventuellement. Enfin, il pouvait faire des courses chronométrées s'il était raisonnable. Donc le dernier suivi, je ne vous ai pas mis tout le suivi parce qu'il est venu très souvent dans le service. Tout allait bien, pas d'arythmie sous traitement bêta-bloquant. Et la dernière IRM disait, voilà, petite discrète dyskinésie infundibulaire, une petite dilatation du ventricule droit, mais le ratio, franchement, à 1,13 de ratio VDVG, c'est quand même pas franchement dilaté. Et puis en fait, le raisonnable, ça comportait pour lui le marathon. Et puis en 2020, il sent des palpitations. Et puis, il prend un petit demi-corps-garde supplémentaire, ça passe pas, il va à l'attente médicale, et puis là, quand même, il se sent moins bien. Et finalement, il est en TV, il est sédaté et choqué par le SAMU sur place. Donc là, il était déjà sous corps-garde, il a fait un truc un peu plus sévère, il a eu un défibrillateur, on a majoré les bêta-bloquants, il a eu son DAI. Donc est-ce que le DAI change quelque chose ? Non, évidemment que non. Hein. Il a une cardiopathie qui peut s'aggraver avec... s'il fait du sport de manière non raisonnable. Et puis là, on est quand même sur quelque chose où il y a eu un peu plus d'événements. Mais là encore, on va pouvoir discuter de qu'est-ce que le sport en compétition. Hein. Et là, je l'ai quand même mis ça, parce que je l'ai vu il y a moins de 15 jours. C'était pour vos... Voilà. Donc en fait, pourquoi on me l'adresse en consultation ? On me l'envoie à cause de ça. Hein. Il est suivi, et puis en fait, il fait il fait quand même de l'activité physique. Hein. Là, il faisait du vélo. Il était autour de 120 battements par minute. Hein. Et là, il y a son cardio-fréquence-mètre en même temps. Hein, et donc, il est sur du plat. Ça, c'est sa fréquence cardiaque. Donc ça, c'est sa séance qui a fait 48 minutes. Alors, je ne peux pas vous mettre exactement où il y a eu ce petit épisode, mais le cardio-fréquence-mètre, hein, il ne l'a pas vu. Hein, sa petite TV réduite par ATP, le cardio-fréquence-mètre, il n'est pas capable de tout voir. Hein. Donc, parce que c'est trop bref, quoi. Donc voilà, donc le cardio-fréquence-mètre, c'est bien pour guider l'intensité. Ça nous permet de lui dire, oui, le 120, là, c'est trop. Hein. Donc je lui ai fait un petit test d'effort. Donc comme il courait plus qu'il ne faisait du vélo, même si l'épisode était sur vélo, je l'ai fait courir. Et donc finalement, on est assez concordant. Hein. On dit le premier seuil, il y a plus de risque rythmique. Si on regarde son premier seuil en course à pied, il était à 110, ça fait 100 en vélo.
Donc ça veut bien dire que, voilà, il a fait son arythmie au-dessus, hein, puisqu'il l'a fait autour de son deuxième seuil. Il l'a fait, et donc voilà, je lui ai dit de ne pas dépasser son premier seuil, mais je ne lui ai pas interdit toute activité physique. Voilà, donc pour compléter, parce que je n'ai pas des cas pour toutes les choses, il faut évidemment prendre en compte le type de sport, parce que le mien, voilà, il ne faisait pas de l'alpinisme, il ne faisait pas de la plongée. Il y a plein de sports où il faut regarder les différentes composantes. Hein. C'est pas pareil de faire de la plongée dans un bassin où on peut vite fait vous repêcher, ou si vous êtes en eau libre. Hein. Là, éventuellement, là, c'est vraiment non. Il faut faire attention aux autres. Hein. S'il fait du cyclisme, hein, les clichés, c'est évidemment pas lié à des arythmies, hein, mais hop, ping, s'il se prend un choc, probablement qu'il y a tout le peloton qui va tomber. Là, c'est pareil, on vous a parlé de la plongée, mais si celui-là ait fait son arrêt et que lui, il le remonte, les deux vont peut-être finir dans le caisson. Donc là encore, c'est plus de la décision partagée. Là, il faut lui dire, non, c'est pas bon pour les autres, donc c'est non. Et puis voilà, il y a toutes les autres problématiques. Hein. Attention aux dommages causés au matériel. Alors il y a il y a peut-être moins de risques. Il n'y a pas de risque sur les sondes sur un DEF sous-cut. Il faut quand même faire attention au choc direct sur le boîtier. Il faudra bien que les rythmologues fassent attention à la programmation. Et je pense que c'est important aussi d'informer les collègues et puis les patients sur les fréquences cardiaques qui vont être engendrées des thérapies. Et puis on manque un peu de données sur les DEF sous-cutanés, puisque toutes les séries que je vous ai montrées, c'était avec des DEF endocavitaires. Voilà, en conclusion, donc quelques cas cliniques pour juste vous dire que voilà, faut discuter avec le patient. Aucun cas n'est identique, donc c'est difficile d'avoir des avis très tranchés, mais il faut toujours regarder la même chose. Hein, c'est est-ce qu'il y a un risque de progression de la maladie intrinsèque? Est-ce que vraiment il est à risque, très haut risque de se reprendre des chocs, ou est-ce qu'on a vraiment un recul suffisant pour montrer que finalement il ne s'est rien passé et que la maladie a l'air stabilisée avec toutes les autres thérapeutiques? Et puis voilà, il y a un côté de discussion avec le patient, puisque les études nous montrent que oui, il y a surtout un risque de choc, mais pas tant que ça de décès. Et donc voilà, il faut discuter avec le patient, prendre quand même aussi en compte son avis. Et puis conclure aussi que ce n'est pas un dispositif anodin et qu'il ne faut pas implanter juste pour permettre la pratique sportive. Voilà, merci. Question sur un défibrillateur? Oui. Bonjour, moi j'ai juste une question sur les sportifs que vous avez finalement rétrogradés du haut risque au bas risque. Est-ce qu'il ne faut pas plus envisager d'extraire un défibrillateur sous-cutané ou de le désactiver, ne serait-ce pour la psychologie du sportif, que de le faire de l'activité de haut niveau avec un défibrillateur? Pour le patient numéro 1, on n'a jamais bien compris ce qui s'était passé. Je pense que c'est quand même assez compliqué de l'explanter. Il s'est passé quelque chose. Moi, je serais pas ultra serein. C'est pas quelque chose qu'on a envisagé pour l'instant. Hein. Pour celui qui était coronarien, alors c'est pas chez nous, et puis c'est facile de critiquer a posteriori. C'est pas à vous que je dis ça, hein, mais quand j'ai vu le patient, je me suis aussi dit c'était un SCA, pourquoi on lui a mis un DEF? Bon, d'un autre côté, quand on lit le courrier, ils n'étaient pas complètement sereins sur est-ce que c'est oui ou non. Ils trouvaient ça discordant. Hein. Et nous, ça nous est arrivé. Moi, je peux vous parler plus de ceux que je connais que pour ce cas-là. Moi, j'ai un patient comme ça. J'ai un patient qui avait des ondes T négatives que je suivais régulièrement pour des troubles de repolarisation de son ECG, qui avait un bilan strictement normal. Et un jour, après une course prolongée, il a fait un 24 heures, il a été choqué il a fait ça le samedi soir, de nuit, machin. Le lundi, il est choqué à la cafette de là où il mange. Il se prend un choc, et puis on lui fait une choro dans le bilan, et on trouve une sténose qu'on a dilatée. On a discuté longtemps pour savoir est-ce que c'était... on dit que c'est un SCA ou est-ce qu'on dit que c'est ses ondes T négatives. À un moment, il faut aussi se dire, il est mort une fois, on ne va peut-être pas trop prendre de risques. Et ça a été débattu, personne n'était forcément d'accord, mais on lui a mis un DEF. Je veux dire, des fois, c'est pas tout blanc, tout noir.
Et autant, faut pas mettre des defs par excès, mais je sais pas ce que diraient les rythmologues, parce que moi, je le suis pas. Hein. Mais bon, moi, je comprends quand même peut-être un peu le cas du coronarien. Et pareil, il est suivi dans le Morbihan. Enfin, il était en vacances quelque part ou quand il a eu son DEF, et quand il est retourné dans le Morbihan, ils lui ont fait des tests pharmacologiques parce qu'il croyait pas trop à la coronaropathie. Enfin, c'est pour ça que bon, voilà, dans le doute, moi, je n'ai rien. Enfin, moi, ça me choque pas de le laisser faire de la compète. Explanter un DEF, c'est autre chose, mais voilà, ça serait plus une discussion de rythmologue que moi. Je m'occupe du sport, pas de l'implantation du DEF. Autre question. Ouais. Oui, par rapport à la décision médicale partagée là, sur la reprise du sport, elle est plus facile quand l'implantation a aussi fait l'objet d'une décision médicale partagée. Je pense que les patients, ils doivent savoir quand justement l'implantation est déjà compliquée. Et après, quand on les revoit, parce qu'on ne sait pas tout, parce qu'effectivement il y a des zones grises, et après quand on les revoit par rapport à la pratique sportive, ils vont bien mieux intégrer le fait que c'est pas simple et qu'il faut effectivement aller au fond de ce qu'ils veulent faire, s'ils savent que déjà ils font partie des patients qui sont ni noirs ni blancs. Ouais, tout à fait. Une petite question sur le patient implanté avec une DVDA. Donc tu lui déconseilles la compétition, etc. Mais jusqu'où tu l'autorises à la pratique sportive régulière par rapport au risque évolutif de sa maladie? Alors la première chose, c'est qu'en fait, quand lui, il est venu... Alors, moi, on m'appelle en me disant, c'est un monsieur, on comprend pas, on lui a jamais interdit la compète. Bah, c'était pas ça le message, et le patient, lui, il avait très très bien compris. Hein, le patient, il avait bien compris qu'il fallait y aller doucement. Alors oui, il faisait un marathon, mais pour lui, c'était pas quelque chose de très très important. Moi, quand je le vois, il me dit de toute façon, la compétition, j'ai plus envie. Et là, aujourd'hui, je le laisse à son premier seuil parce que, souvent, c'est quand même ce qu'on dit aux gens quand ils ont une cardiopathie sévère. Et de deux, c'est 20 battements en dessous de ce qui a déclenché son dernier ATP. Donc pour l'instant, je lui dis, allez courir, mais à votre premier seuil. Pour lui, ça fait 10 km/h. Donc lui, ça lui va. Ça veut dire qu'il peut aller courir tranquillement. Il fait un peu de home trainer. Voilà, donc tout le monde est content. Et je ne pense pas que je lui fasse courir un risque très important. Ouais, c'est une excellente question, hein, entre l'isolement ou l'intensité, c'est pas facile de répondre. C'est sûr que je lui dirais pas en premier lieu d'aller faire Enfin là de toute façon sa femme voulait pas, mais je pense que ça serait mieux qu'il aille au marathon au Japon que de faire un truc où il sera trop isolé. Oui. Ou le marathon du Médoc. Le marathon du Médoc, il y a 7... voilà, faut qu'il fasse le marathon du Médoc. Donc, clairement, si on rentrait sur ces discussions, oui, je pense qu'en fait, tout ça, c'est des choses à discuter avec eux. Hein. Et c'est pas... Le premier que j'ai autorisé, il a fait le marathon de Paris. Enfin, il n'a pas fait une course où il était tout seul. Hein. Merci, je crois que c'était passionnant, comme le montre la discussion, et on va devoir conclure. Donc, merci à tous pour cette belle session qui a couvert